Un colloque sous-régional sous la surveillance des élections se tient à Bamako depuis ce matin. Les experts tenteront de définir de nouvelles approches pour assurer un meilleur suivi des élections générales et référendaires de 2012 au Mali. Bamako s'est réveillé ce matin sous la poussière, le vent et le froid. Mais les Bamakois n'ont pas fini de vivre ce phénomène puisqu'il va s'étendre jusqu'au 13 février prochain. Les spécialistes expliquent que cette météo est due à la vague de froid qui sévit en Europe depuis plus d'une semaine. La 4e région vient de lancer l'opération de recensement des exploitations et équipements de la zone de Mbewani. Cette opération permettra à l'Office du Niger de disposer de données de base fiables pour de meilleures statistiques. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue à ce journal. Le Premier ministre, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, a reçu ce matin une délégation de l'Association des municipalités du Mali. La question du Nord a été le principal sujet évoqué. Je vous propose d'écouter Yé Samake, vice-président de l'Association des municipalités du Mali. Il nous donne les détails de cette audience au micro de Alpha Maïga. Il était question de la situation de sécurité au nord du Mali, mais aussi de la crise qui s'est passée à Bamako, qui était l'expression des Maliens de la frustration contre la situation du nord. Et nous nous sommes entretenus et Madame le Premier ministre a invité la participation effective des maires dans la résolution de ce conflit pour mieux sensibiliser les populations et de ne pas faire de l'amalgame, de ne pas se tromper d'adversaires. Nous avons nos frères et sœurs, Touareg, Tamashek, Songoï, qui ont servi honorablement ce pays et qui continuent à le faire. Et nous ne devons pas, dans un sursaut national, nous tromper d'ennemis. Ceux qui ont pris les armes et qui ont assailli notre chère patrie, nous ont tous meurtris dans nos chairs. Le Malien est tolérant, mais quand de tels actes se passent, ça atteint la fibre patriotique de chaque Malien. L'association des municipalités, quel sera en ce moment son rôle? Les municipalités, les maires sont les plus proches des communautés locales. Les maires sont les plus proches des leaders locaux, notamment les leaders traditionnels, les leaders religieux, puisque nous sommes les élus locaux. Alors notre implication et un système de communication plus efficace et plus intense entre le gouvernement et les élus locaux s'impose. Et nous avons fait savoir cela à Madame le Premier ministre. Et suite à cette situation au nord du pays, des communiqués continuent de nous parvenir. La Commission électorale nationale indépendante réaffirme son soutien sans faille à l'armée malienne et les encourage. Et l'encourage donc dans sa lutte sans merci contre les bandits. Et la Commission électorale du district invite la population à éviter l'amalgame car le Mali reste un et indivisible. De même, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur réaffirme son soutien à l'État malien et réitère toute sa disponibilité pour appuyer l'action de notre gouvernement et des forces armées républicaines. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur lance un appel à tous les Maliens de s'armer de sagesse et de faire preuve de discernement pour préserver la nation qui nous est si chère. Le SNAS Faso RE, la Convention nationale pour une Afrique solidaire face au RE, se prononce donc sur la situation sécuritaire dans le septentrion malien, réaffirme son soutien aux forces armées et de sécurité dans l'exécution de leur noble mission de défense de l'intégrité territoriale du pays et engage le gouvernement à améliorer la gestion militaire et communicationnelle de la crise qui prévaut dans le septentrion malien. Il condamne également la Convention condamne tout acte d'exaction et de brimade lié à l'appartenance ethnique et exhorte le peuple malien à préserver à tout prix la concorde et la solidarité nationale. Tout au long de ce journal, nous vous livrerons d'autres communiqués. Passation de service ce matin entre le ministre de la Défense et les anciens combattants sortants, Natié Pléa, et le général Sadio Gassama, ministre sortant de la Sécurité intérieure et de la Protection civile.
Le nouveau ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Gassama, et celui de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, Nathie Plia, se sont dit prêts à relever les défis de leur nouvelle mission, des défis liés aux prochaines échéances électorales, à la sécurisation des personnes et des biens au nord du pays, et se sont ainsi engagés à faire en sorte que la nation puisse faire confiance à son armée pour amener l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans le pays. Les jeunes diplômés volontaires de l'APEJ ont été reçus en audience ce matin par le président du Haut Conseil des collectivités. Ils étaient venus demander conseil au président de l'institution avant de rejoindre leur poste d'affectation. Oumarou Ag Ibrahim Aïdara a demandé aux jeunes volontaires de l'APEJ de s'impliquer afin que la paix et la sécurité règnent au Mali, car pour lui, les jeunes sont les futurs dirigeants du pays. Un colloque sous-régional sur la surveillance des élections s'est ouvert ce matin à Bamako. Ce colloque vise à définir de nouvelles approches pour assurer un meilleur suivi des élections générales et référendaires de 2012 au Mali. La rencontre sous-régionale traite de plusieurs thématiques, dont l'intégration de la technologie dans l'observation des élections et les nouveaux outils pour la gestion des données des observateurs. Cette rencontre est une initiative du réseau ouest-africain pour la surveillance des élections. Reportage Bourama Traoré. Comment assurer un suivi correct des élections générales et référendaires de 2012 au Mali? Autour de cette question réfléchissent les représentants de 11 organisations membres du réseau ouest-africain pour la surveillance des élections. C'est à la faveur d'un colloque sous-régional de 5 jours. Colloque dont l'objectif est de mettre à la disposition du réseau APEM d'outils nécessaires en matière d'observation électorale. Le Mali est en train de préparer les élections générales de 2012. Il y a les référendums, les présidentielles législatives. C'est pour échanger autour des meilleures pratiques des autres pays pour pouvoir les intégrer au sein du réseau APEM pour l'observation citoyenne des élections. Parce que nous avons un programme cette année qui doit couvrir l'ensemble du territoire national où on va déployer à chaque scrutin 1000 observateurs et 50 superviseurs. Donc il s'agit pour nous de voir quelle est la meilleure façon pour pouvoir déployer ces gens. Ce colloque sous-régional débat essentiellement de l'intégration de la technologie dans l'observation des élections de 2012 au Mali, de la charte de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique. Les échanges portent également sur les résultats de l'observation préélectorale du réseau APEM. S'exprimant sur ce dernier point, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales a salué la contribution positive du dit réseau au renforcement du processus électoral malien. Les réseaux ONG d'appui au processus électoral au Mali n'a ménagé aucun effort pour participer aux différentes élections par la formation des acteurs de la classe politique, l'information, l'éducation, la sensibilisation, la communication électorale et l'observation. Cet appui est également reconnu et apprécié par le réseau ouest-africain pour la surveillance des élections, un réseau lancé en 2011 à Abuja au Nigeria et qui œuvre à l'organisation d'élections libres et transparentes en Afrique. Et le NDI, nous faisons ce que nous pouvons pour soutenir ce processus parce que nous pensons que c'est vraiment essentiel à l'avancement des élections démocratiques partout dans le monde. Le colloque sous-régional sur la surveillance des élections devra aboutir à des résolutions qui serviront de documents de base pour le réseau APEM en matière d'observation électorale. Élection toujours, cette fois au Sénégal. La campagne pour l'élection présidentielle s'est ouverte hier dimanche et devrait durer 3 semaines, alors que le président sortant, Abdoulaye Wade, se dit plus que déterminé à se représenter. Les principaux candidats de l'opposition réunis au sein du mouvement du 23 juin, eux, annoncent un front commun pour tenter d'obtenir le retrait de sa candidature. Ils se sont retrouvés hier à la place de l'Obélisque à Dakar. Pour leur premier meeting commun de la campagne, les principaux candidats de l'opposition ont convergé dimanche vers la place de l'Obélisque, devenu le lieu symbolique de la contestation à Dakar. Devant quelques milliers de personnes, les 8 candidats membres du mouvement du 23 juin se sont engagés à rester unis, à accentuer le combat pour empêcher la candidature d'Abdoulaye Wade. Mais tous sont formels, il n'est pas question de boycotter le scrutin du 26 février. Nous avons voulu passer un message et un symbole. Le jour de l'ouverture de la campagne électorale, que tous les candidats qui se réclament
d'une appartenance vis-à-vis du M23 se retrouvent et lancent le message ensemble. Aujourd'hui, les Sénégalais devaient débattre de programme. Malheureusement, on va débattre du coup d'État constitutionnel et qui prépare le coup d'État électoral que nous n'accepterons pas. Le camp présidentiel s'est aussi lancé dans la bataille. Abdoulaye Wade s'est rendu dimanche après-midi dans son fief d'Ombaké, près de Touba, dans l'est du pays. Face à ses partisans, le président sortant a de nouveau fustigé toute ingérence extérieure dans la présidentielle de son pays. Senghor a fait 40 ans au pouvoir. Pourquoi on ne lui a pas dit qu'il était resté trop longtemps au pouvoir et qu'il était âgé? Personne n'est venu le lui dire parce que Senghor faisait ce qui plaisait aux Européens. Moi, je ne me préoccupe que des intérêts du Sénégal. Abdoulaye Wade a rassuré ses partisans, il se battra jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Retour à l'actualité nationale, mais nous restons dans les élections. Le collectif des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale invite tous les chefs de partis politiques, donc l'ensemble de la classe politique, à une réunion sur la situation de la crise au nord du pays le mardi 7 février 2012 à 17h dans la salle Awa Keita de l'Assemblée nationale. La présence de tous est fortement souhaitée. Et puis dans le cadre de l'organisation des élections de 2012, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales rappelle aux candidats à l'élection du président de la République que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 mars 2012 à minuit. Les formulaires de soutien sont disponibles auprès des préfets et du gouverneur du district de Bamako. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le Mali a célébré aujourd'hui 6 février la journée mondiale de lutte contre la pratique de l'excision. À ce jour, 85% de la population féminine malienne est touchée par cette pratique, avec pour thème tolérance zéro aux mutilations génitales faites aux femmes. Les autorités maliennes et ONG partenaires espèrent aboutir à l'abandon total de la pratique de l'excision qui nuit à la santé de la femme. Notre reporter Salimata Dao nous fait le point. La commune E, positionnée à l'avant-garde du combat contre les mutilations génitales faites aux femmes, a eu le privilège d'abriter la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de la lutte contre la pratique de l'excision. Les chefs de quartier, les maires, les médecins, le Parlement des enfants, les communicateurs traditionnels, les religieux, les victimes et les comédiens, tous se sont fait entendre. En lançant un seul et unique message, l'excision n'est pas une thérapie, mais plutôt une pratique qui nuit à la santé de la femme. Les conséquences à long terme de l'excision sont nombreuses. Ce sont les infections récidivantes responsables de douleurs chroniques dans le bas-ventre, les problèmes urinaires tels que l'incontinence urinaire, les troubles des règles, la stérilité qui constitue un véritable drame dans notre société. Des efforts importants sont consentis par l'État pour l'amélioration de la santé des enfants et de la femme. Cependant, beaucoup reste à faire. Force est de constater que la pratique de l'excision, fortement ancrée dans les mœurs et cultures, persiste encore dans beaucoup de localités du Mali sans aucun fondement médical. Cela se traduit par le fort taux de prévalence qui est de 85% chez les femmes de 15 à 49 ans et de 84% chez les filles de 0 à 14 ans selon l'enquête nationale sur l'excision réalisée en 2009. Le thème de cette année, tolérance zéro aux mutilations génitales faites aux femmes, excision, préservons la santé de la mère, de l'enfant et de la famille, nous interpelle tous. Ce thème interpelle tous les acteurs en vue d'une plus forte implication pour la protection de l'enfance et la défense des droits des filles et des femmes. Ce qui permettra de diminuer le taux de morbidité et de mortalité maternelle, néonatale et infantile suite à l'excision. Compte tenu de ses conséquences du point de vue physique, psychologique et socio-économique, l'excision est aujourd'hui mondialement reconnue comme une violation des droits humains et à ce titre, elle doit être dénoncée et combattue.
Et c'est ce que le Mali fait depuis 2005, l'année à laquelle notre pays a commencé à célébrer la Journée mondiale de la lutte contre la pratique de l'excision. Nous poursuivons avec les communiqués qui parviennent à notre rédaction suite à la situation au nord Mali. L'Association malienne des agences de voyage et de tourisme présente ses condoléances les plus attristées aux victimes militaires et civiles et condamne avec la dernière rigueur de telles atrocités qui n'honorent pas la démocratie malienne. De même, l'Association nationale des anciens combattants, veuves et victimes de guerre du Mali condamne donc ces attaques au nord du pays, soutient les forces armées dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale du Mali, présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Et puis l'Association des diplômés en sciences de l'éducation invite tous les secteurs et tous les niveaux sociaux que l'affaire mérite, au-delà de la pensée, une réflexion mûre pour qu'il n'y ait plus de désagréments ici chez nous. Et en fait, il faut donc cesser la conquête de l'espace par la violence, car c'est dépassé, et vive la paix. C'est le message donc de l'Association des diplômés en sciences de l'éducation. Dans un instant, d'autres communiqués. En attendant, notre pays abrite depuis ce matin les travaux de la réunion régionale de concertation sur la cartographie des zones sensibles en lutte anti-acridienne. Les participants venus de 6 pays d'Afrique et leurs partenaires sont réunis pour 3 jours. Ils pourront s'inspirer de l'expérience malienne pour élaborer une feuille de route en vue d'établir une cartographie propre à chacun des pays concernés. Le reportage est signé Nando Dambélé. Cette démarche des pays engagés dans la lutte anti-acridienne s'explique par la simple raison que le Mali est aujourd'hui le seul pays qui possède sa cartographie des zones sensibles en lutte anti-acridienne. C'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que s'inscrit cette réunion hautement importante pour la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité de notre région. Elle devrait permettre au Mali de prendre en compte les observations des experts environnementalistes présents à cette réunion et à la CLC Pro de définir une feuille de route permettant aux autres pays membres de réaliser la cartographie de leurs zones sensibles. Les participants vont passer au peigne fin l'approche méthodologique d'élaboration de la cartographie des zones sensibles du Mali et les cartes thématiques élaborées. Le tout concourt à l'établissement de la feuille de route d'élaboration de la cartographie des zones sensibles pour la lutte anti-acridienne au niveau des pays de la région occidentale du continent. Depuis l'invasion de 2004, la CCL Pro a su créer, soutenir et encourager un important élan de concertation, de solidarité au niveau de sa zone d'intervention. Et la présente rencontre rentre justement dans ce cadre. Comment seront utilisées les cartes durant les campagnes de lutte et quelles seront les mesures d'atténuation des risques à proposer pour les différentes zones sensibles sont entre autres questions qui seront débattues au cours des travaux. Rappelons que les participants à ces travaux sont venus d'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et bien sûr du Mali. Et pour terminer avec les communiqués, le mouvement écologique indépendant pour le développement condamne avec la dernière rigueur ces événements, réaffirme que le Mali est un et indivisible, félicite les forces armées du Mali qui sont prêts à aller jusqu'au sacrifice ultime pour garantir l'unité de la nation et l'intégrité du territoire national dans la sécurité et la paix. Et puis le comité exécutif du mouvement pour la démocratie et le développement condamne avec la dernière rigueur les attaques, réaffirme son soutien sans faille à l'armée malienne et les encourage dans sa lutte sans merci contre les bandits. Je vous l'annonçais en titre, en 4e région, l'opération de recensement des exploitations et équipements a été lancée ce matin à la direction de la zone de Mbéouani. Cette opération est organisée par l'Office du Niger et l'Institut national de la statistique. Elle permettra à l'Office de disposer de données de base fiables. De Ségou, le reportage de Brema Koné. La famille de Bakary Traoré au quartier Djamarabougou de Markala a reçu ce lundi 6 février 2012 la visite des responsables de l'Office du Niger et de l'Institut national de la statistique INSTAT. Une visite qui consacre le lancement du recensement des exploitations et équipements dans la zone Office du Niger. C'est une manière en tout cas de rendre plus moderne
vraiment notre système de suivi pour vraiment parce que aujourd'hui le développement est mesuré à travers vraiment des indicateurs de développement. Il est clairement apparu des échanges effectués au cours de cette cérémonie de lancement du dit recensement que l'Office du Niger compte à partir de son dispositif de suivi et évaluation près de 55 000 exploitations familiales. Plus de 98 000 hectares sont aménagés. Des chiffres que ce recensement devra renforcer pour permettre à l'Office du Niger de disposer de données de base fiables. L'opération permettra à l'Office du Niger de disposer d'un référentiel de données de base fiables sur, entre autres, les éléments suivants. Dénombrement exhaustif de la population vivant dans la zone de l'Office du Niger, connaissance des caractéristiques socio-économiques et démographiques de la zone, connaissance de l'effectif des équipements agricoles, etc. Ce recensement vise également à connaître les hommes et les femmes et à identifier leurs besoins, n'est-ce pas, pour le développement de l'Office du Niger. Et les dirigeants de l'Office ont besoin de ces informations pour mieux planifier leur intervention, afin que l'Office aille de l'avant. Pour la réalisation de cette opération qui doit durer 1 mois, l'Institut national de la statistique a recruté 180 jeunes diplômés provenant des cercles de Niono, Massina et Ségou. Produire près de 166 000 tonnes de céréales, dont 67 000 de riz paddy, durant la campagne agricole 2012-2013, c'est l'ambition de l'Office riz de Ségou. Et pour cela, près de 5 milliards de francs CFA seront nécessaires. C'est la principale information issue de la 20e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office de Ségou, le compte-rendu de Amaguéré Ogobaradolo. Les administrateurs de l'Office riz de Ségou ont au cours de cette 20e session examiné avec toute l'attention requise l'état d'exécution des recommandations de la session dernière, le rapport d'activité budgétisé de la campagne écoulée, puis analysé le programme d'activité 2012-2013 et son budget. L'Office riz de Ségou est tributaire de la saison des pluies et dépendante de la crue du fleuve Niger. Sa campagne écoulée, si elle a bien commencé, a connu cependant une fin médiocre dû à la mauvaise pluviométrie. Nous, on avait prévu 29 000 hectares, mais en emblavure, les gens ils sont allés jusqu'à 32 000 hectares. Donc, le démarrage était bien. Mais à partir de mi-août, les pluies ont commencé à être rares et pour finalement s'arrêter en début septembre. Donc, cela a négativement joué sur les résultats de la campagne. Le programme d'activité 2012-2013 est élaboré sur l'objectif de l'an 1 du 7e contrat-plan 2012-2014, État, Office riz, producteur. Ce programme est aussi marqué par le démarrage effectif du projet d'appui au développement rural de Tienkonou et de Tamani, PADER, TKT. Pour la campagne à venir, nous allons maintenir les prévisions de la campagne dernière, c'est-à-dire 32 000 hectares, avec le souci de mettre en place dès à présent les semences qu'il faut à la disposition de tous les paysans. Nous avons enregistré un déficit en semences de l'ordre de 1326 tonnes et l'État, dans le cadre du programme spécial de riposte à la crise alimentaire, a prévu de payer des semences en riz et pour mettre à la disposition des paysans des zones affectées sur l'ensemble du territoire national, dont certaines communes couvertes par l'Office riz Ségou. Et nous allons poursuivre également avec les mêmes dispositions que le campagne précédente, c'est-à-dire les dispositions qu'on avait l'habitude de prendre dans le cadre de l'initiative riz. Le budget équilibré en recettes et en dépenses à 4 834 millions de francs CFA a connu une hausse de près de 29%, hausse due essentiellement à la mise en œuvre du PADER TKT. Entendez là toujours le projet d'appui au développement rural de Tienkonou et de Tamani. Dans le cadre de l'organisation de l'élection des conseillers nationaux du 25 mars 2012, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales rappelle aux mandataires des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 février 2012 à minuit. Les imprimés de déclaration de candidature sont disponibles auprès des préfets et du gouverneur du district.
Bamako s'est réveillé ce matin dans la poussière, le vent et le froid et cela a duré toute la journée, créant une faible visibilité sur toute la capitale. Hier encore, le soleil brillait. Ce phénomène de changement brusque de température s'explique, selon les spécialistes, par la vague de froid qui frappe actuellement l'Europe. Mais attention, ce vent de poussière peut avoir des conséquences graves sur la santé, surtout qu'il va s'étendre jusqu'au 13 février prochain. C'est ce que nous dit notre équipe de reportage dirigée par Djemba Moussa Konaté qui a enquêté sur ce phénomène. Tôt ce lundi, les populations de Bamako et environnants se sont réveillées sous un climat un peu bizarre. Une brume de sable et de poussière s'est répandue sur toute la capitale. Ce phénomène climatologique, selon les spécialistes, est la continuité de la vague de froid qui sévit actuellement en Europe. Au-delà du Mali, ce sont tous les pays de la bande sahélo-saharienne qui sont concernés. Précisément, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et une bonne partie du Sénégal. Ce temps est dû au fait que nous avons une situation qui existe au niveau de la partie sud de l'Algérie, qui nous envoie des vents très forts, variant entre 40 et 50 km à l'heure. Cette partie étant désertique, donc ça soulève la poussière, le sable. Donc ça descend vers le nord du Mali pour occuper toute la partie sud du Mali, centre et sud du Mali. L'apparition de ce phénomène sur les pays du Sahel est favorisée par la nature du sol, du vent et de l'évolution de la température. Dans l'atmosphère, on a des zones de haute pression autour desquelles circule l'air froid et des zones de basse pression autour desquelles circule l'air chaud. Cette vague d'air froid a provoqué la formation de cette cellule anticyclonique. C'est cette cellule anticyclonique qui a fusionné pour donner un seul anticyclone. Donc la fusion de ces deux anticyclones a fait que les vents a renforcé les vents en surface. Voyez-vous? Alors les vents s'étant donc renforcés, ils ont pris une vitesse telle qu'ils sont arrivés à soulever la poussière et le sable sur le Sahara. Tant que la vitesse du vent et la turbulence arrivent à maintenir ce phénomène dans l'atmosphère, alors le phénomène va toujours persister. Conséquence de cette brume, c'est la réduction de la visibilité chez les conducteurs et surtout les pilotes. La visibilité est réduite jusqu'à un certain seuil. Alors, il y a des avions qui ne peuvent pas atterrir. Pour ça, on est obligé, souvent on ferme l'aéroport. Mais jusqu'à quelle distance le pilote peut voir la piste dans une situation de visibilité réduite? Alors, on fait une mesure et puis on lui transmet cela et ça lui permet d'atterrir. Ça, c'est pour des vols à vue. Bon, pour des vols aux instruments, puisque l'instrument peut permettre au pilote d'être dans l'axe de la piste pour pouvoir atterrir. Pour le moment, ce n'est pas le cas ici. À l'image des spécialistes, les usagers des routes sont conscients du danger de ce climat morose. Comme vous le voyez, non seulement le climat n'est pas favorable aujourd'hui, et en même temps il y a un vent de sable aussi qui souffle. Donc tout le monde se protège comme il faut, qu'on n'oublie pas les enfants. Les gens respectent le feu, normalement la circulation est calme et très fluide. De 6h30 à maintenant, il n'y a pas eu de cas d'accident à notre niveau. Ce changement de temps a également une répercussion sur la santé des populations. Il affecte directement le système pulmonaire. Ça peut être à l'origine des maladies bronchopulmonaires. Donc les infections respiratoires, mais également ça peut exacerber certaines maladies telles que l'asthme et d'autres types d'affections. Donc ces particules de poussière affectent particulièrement le système respiratoire. Nous avons également les diarrhées. Donc ça c'est d'une manière générale par rapport au changement climatique. Sinon le phénomène qui nous concerne aujourd'hui affecte surtout le système respiratoire. Ceux qui sont dans la circulation, surtout à moto, il serait mieux quand même
de se protéger avec des cache-nez pour éviter quand même d'avoir ces particules au niveau des poumons. La meilleure façon de se protéger contre cette vague de poussière, c'est de porter des protège-nez, d'habiller les enfants lourdement. Selon les spécialistes, la fin de la brume n'est pas pour demain, elle pourra persister jusqu'au 13 février prochain. Voilà, Bamako devra s'attendre à un temps pareil jusqu'au 13 février. Alors protégez les enfants et les personnes âgées qui sont les plus vulnérables, sans oublier bien évidemment de vous protéger vous-même. Le syndicat national de l'éducation de base, SNEB, décide de lever son mot d'ordre de grève illimité déclenché depuis novembre dernier. Par conséquent, le syndicat invite ses militants à la reprise des cours dès demain mardi 7 février 2012. C'est en substance la quintessence de déclaration du SNEB, une déclaration lue cet après-midi par son secrétaire général Amadou Koulibaly. Des propos recueillis par Ramata Konaté. Suite au préavis de grève illimité en date du 11 novembre 2011, considérant les multitudes médiations entreprises par plusieurs acteurs de la société civile, notamment le Haut Conseil islamique du Mali, l'Amicale des anciens militants et sympathisants et l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSINEM, la commission de suivi de l'accord de partenariat pour une école apaisée et performante, l'Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture, UNEREC, l'archevêque de Bamako, le réseau des communicateurs traditionnels et Recotrad et la coordination des chefs de quartier de Bamako. Considérant la situation d'insécurité suite aux attaques perpétrées par des bandits armés au nord du Mali, le BN-SINEP, conscient de son rôle dans l'apaisement du climat social, décide de la suspension de son mot d'ordre de grève tout en poursuivant les négociations avec le gouvernement. Invite tous les militants à reprendre les cours le mardi 7 février 2012 à partir de 7h30 sur l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le BN-SINEP présente ses condoléances aux familles des victimes, exprime son soutien et sa solidarité à l'armée malienne, invite le peuple malien à faire la part des choses dans ces circonstances douloureuses. Le BN-SINEP remercie tous ses militants et militantes pour leur engagement et leur demande de rester mobilisés pour une école juste et performante. Retournant dans le football, Canada 2012, hier, le Mali a vibré grâce aux Aigles qui ont battu les Panthères du Gabon après la séance des tirs au but. Un match vécu en direct partout, comme dans les quartiers périphériques de Bamako, grâce au ministère de la Communication et ses partenaires qui ont entamé depuis le début de la CAN une opération dénommée Projection des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 sur écran géant. Une opération qui permet aux habitants de suivre les matchs dans de bonnes conditions. Siragatou Sissé était hier sur le site de Koulouba Dounfi. Voici son reportage. Lancé le 23 janvier dernier à Yirimadio Missabougou par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Sidi Kimfa Konati, l'opération écran géant des matchs de la CAN 2012 suit son cours normal. Une initiative qui a tout son sens pour les quartiers périphériques de la capitale. Nous sommes ici à Koulouba Dounfi, en commune 3 du district de Bamako. Les habitants se retrouvent tous les soirs, comme en famille, autour d'une même passion, le football. Plus la compétition avance, plus la diffusion des matchs sur écran géant émerveille. Nous les jeunes, pratiquement tous les soirs, on se retrouve ici pour voir les matchs. Et puis je vois que vraiment c'est une très bonne chose. Et puis j'apprécie l'opération. Et puis je souhaite aussi que chaque année et chaque Coupe d'Afrique qui viennent faire ça chez nous. Et puis c'est vraiment très très important. Si vous venez en 2013, je veux que ça se passe pratiquement dans tous les carrés de Koulouba, que les gens voient vraiment que c'est une très bonne chose. Les grands géants, c'est vraiment cool et je suis très content. En attendant d'élargir l'opération à d'autres horizons, le ministère de la Communication et ses partenaires, AMAP, ORTM, ACDN et Orange Mali ont déjà atteint leur objectif. Voilà, notons que le prochain match des Aigles, c'est pour ce mercredi. Alors, suite à la victoire des Aigles, le bureau exécutif national de l'URT
Le Bureau national du mouvement des jeunes de l'URD adresse leurs vives félicitations aux joueurs, aux techniciens et aux dirigeants qui ont permis cette éclatante victoire et qui nous ont offert ce bonheur intense. Le Bureau exécutif national de l'URD, le Bureau national du mouvement des jeunes de l'URD restent convaincus que cette vaillante équipe ainsi soudée et unie dispose de toutes les qualités nécessaires pour passer avec succès l'étape des demi-finales de mercredi 8 février. En avant les aigles, vous avez le soutien du peuple tout entier. Ce lundi, nous vous proposons en rediffusion la chronique santé qui nous parle de la rééducation fonctionnelle, précisément de celle dont a besoin une femme qui, après une grossesse, a des fuites urinaires, et un homme qui a fait une opération de la prostate peut aussi avoir besoin de rééducation. Des méthodes de traitement qui peuvent joindre médicaments et gymnastique. Focus Santé, une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Chez une personne, c'est tout un ensemble de muscles, de ligaments et de membranes qui soutiennent les organes du bas-ventre. Appelé périnée, ce dispositif est mis à rude épreuve chez la femme enceinte qui, après accouchement, peut être exposée à certaines pathologies comme l'incontinence urinaire à l'effort, le prolapsus qui est une descente des organes du bas-ventre et qui peut, en fonction de sa gravité, nécessiter une opération chirurgicale. Pour prévenir de pareils cas, le corps médical propose la rééducation du périnée, appelée rééducation périnéale. Elle se pratique à partir de 40 jours après l'accouchement et permet à la femme de préparer la prochaine grossesse et d'éviter d'autres pathologies liées à l'âge. Dans un premier temps, c'est de l'électrostimulation, c'est-à-dire que via une sonde, on donne l'énergie aux muscles pour se retonifier, pour reprendre de la force. Et dans un deuxième temps, toujours avec le même appareil, on demande à la patiente activement de muscler ce muscle, et ainsi pendant au moins une demi-heure, 2 à 3 fois par semaine. Et on sensibilise la nouvelle maman à faire ça aussi chez elle tous les jours. Et grâce à ça, elle évitera en tout cas les problèmes de pathologie. Et après le premier accouchement, c'est important de le faire parce qu'on sait qu'ici, nous avons beaucoup d'enfants, donc pour les autres accouchements, c'est très important. Autre situation nécessitant une rééducation, l'incontinence urinaire consécutive à une opération de la prostate. Appelée rééducation vésico-sphinctérienne, elle s'adresse à la population masculine. À l'image de la rééducation féminine, c'est un renforcement musculaire. On utilise des machines spécifiques pour rééduquer les sphincters, pour rééduquer tout ce qui a été abîmé soit par le temps, soit avec l'âge, soit par la chirurgie quand on touche à la prostate. Donc souvent, c'est des hommes qui ont connu un cancer de la prostate qui sont opérés. Et malheureusement, quand on enlève la prostate, partiellement ou totalement, on abîme un petit peu toute cette musculature sphinctérienne et on se retrouve avec des problèmes urinaires importants, des fuites urinaires, qu'on rééduque avec un certain type de machine, avec un certain type de gymnastique pour améliorer, pour retrouver une bonne continence, pour retrouver une bonne musculature interne. Chez les anciens sportifs, on n'est jamais à l'abri de besoins de rééducation. Efforts physiques intenses, fractures, luxations répétées, les arthroses exigent un traitement médical accompagné de rééducation fonctionnelle. En tant qu'ancien footballeur, ancien basketteur, j'ai ce qu'on appelle la maladie des anciens sportifs, c'est-à-dire les arthroses. Ça fait 7 mois, je ne pouvais pas marcher. J'avais mal partout. En 2 mois, avec 2 piqûres, je commence à marcher normalement, je fais toutes mes activités, j'ai pratiquement plus de douleur. Ce renforcement de la musculature relève de la rééducation. Intervenant en amont et en aval, elle permet surtout de remettre ensemble au travail muscles et articulations après une opération, un accident ou une absence trop prolongée d'activité. Assurée par un kinésithérapeute et pouvant être complétée par la chimiothérapie, la rééducation peut être considérée comme un nouvel apprentissage à retrouver une ou plusieurs de ses fonctions physiques. Par exemple, quelqu'un qui a mal au dos, vous n'allez pas tout de suite lui apprendre à faire des exercices. La première chose que vous allez lui apprendre à faire, c'est comment se baisser, comment se lever du lit quand il a mal au dos, pour éviter de se refaire à nouveau mal. Comment se baisser, parce que on a tous tendance, dès que vous jetez par exemple une pièce, à se baisser la tête en avant, mais non, il faut se baisser en pliant les genoux et en gardant le dos bien droit.
Et tout ça, c'est un ensemble de consignes qu'on appelle l'éducation lombaire, qu'on va donner aux patients. On ira même plus loin, on parlera d'éducation lombaire, gestuelle et posturale. Gestuelle parce qu'il y a des gestes à faire quand on a mal au dos pour se préserver, et posturale parce que quand on a mal au dos, il ne faut pas s'asseoir penché comme ça en avant, ou bien il faut s'asseoir bien droit, avoir un dossier et épouser la forme du dossier. Ça, c'est très important. Et pareil pour la personne qui a mal au genou. Ainsi, peut s'ajouter à la gestuelle et à la posture un ensemble d'interdits pendant la rééducation. Ne pas suivre les consignes et les interdits peut abîmer d'autres muscles ou ligaments et annihiler les efforts de réhabilitation déjà fournis. Avant de refermer ce journal, nous rappelons que le temps qu'il a fait aujourd'hui pourrait s'étendre jusqu'au 13 février prochain, selon les spécialistes. Une météo due à la vague de froid que connaît l'Europe en ce moment. Ce vent de poussière en suspension peut avoir des conséquences graves sur la santé. Alors encore une fois, protégez-vous, protégez vos enfants et protégez les personnes âgées. Et surtout, prudence sur les routes car la visibilité est mauvaise. Sur ce, nous refermons ce journal. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout à l'heure, formation continue avec Aïssata Ibrahim Maïga. Demain, 10h-13h, vous serez avec Sira Batili. Je vous retrouve, Inch'Allah, dans les éditions du soir. Très bonne suite de programme sur l'ORTM.